Allez, let's go. Donc bonjour, merci d'être venu déjà. Donc je m'appelle Emmanuel Marseille, j'ai 59 ans. Je m'intéresse à la numérologie depuis 1991, donc ça fait 34 ans. Je ne pensais pas être numérologue, je précise. Mais c'est très important, c'est que c'est plutôt l'amour de cette sagesse que j'avais envie de découvrir, le mystère, les secrets, voilà. En même temps, j'ai fait une formation d'ingénieur généraliste, voilà, donc j'ai un côté très cartésien, très organisé. Et en même temps, depuis mon adolescence, je m'intéresse à l'ésotérisme, à la spiritualité, tout ça. Voilà. Bref, en parallèle, en fait, j'ai mené la voie cartésienne. J'étais ingénieur en électricité, donc c'est l'énergie. Et non, ce sont aussi des énergies, voilà. Dans une dimension holistique, donc globale, qui me permettait après, au fond, d'aborder le thème dans sa globalité. Et parallèlement à ça, j'ai fait du bouddhisme ésotérique, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait plein de choses. Voilà. Donc, jusqu'à trouver en numérologie, en 1991, un bouquin de Pierre Lassalle qui s'appelait La numérologie holistique, où là, waouh, ça a percuté. Et là, je me suis dit, je veux rentrer dans cet univers, je veux comprendre, je trouvais ça merveilleux, voilà, donc je trouvais que ça m'aidait à mieux me connaître. Et donc pendant 9 ans, j'ai étudié, j'ai médité sur les nombres, j'ai essayé de les vivre, je faisais le pont, j'observais les gens pour voir si ça correspondait à ce qui était indiqué, tout ça, voilà. Donc pendant 9 ans, j'ai fait ça, avec des hauts et des bas, voilà, tout en suivant un cheminement spirituel occidental. Et en l'an 2000, j'ai fait une consultation comme ça, parce qu'une amie me l'a demandé, et suite à ça, elle m'a dit « Mais ça serait peut-être bien que tu donnes des consultations à des inconnus. » Et là, j'ai eu un arrêt sur image, t'es sûr? Ben oui, avec ce que tu as découvert, ton approche, tout ça, c'est important que tu partages tout ça. Et là, ok, d'accord. Donc là, j'ai senti qu'on me poussait à rentrer dans cette aventure. Et donc à partir de l'an 2000, j'ai commencé à donner des cours, des formations, des consultations, et je suis toujours en évolution en fait. Voilà, c'est pas figé. Au début, j'ai appelé ça numérologie symbolique, parce que j'utilisais des symboles universels pour parler de certains postes clés en numérologie. Et petit à petit, c'est devenu la numérologie évolutive, parce que je ressentais que cette approche, comme mon approche, qui était spirituelle, tenait compte des besoins évolutifs de notre époque. Voilà. Donc, quels sont-ils? Ça veut dire que ça nécessite de connaître au fond un peu l'histoire de l'humanité. Donc la numérologie, c'est pas juste que la numérologie, il faut la placer dans le concept de l'espace-temps en fait. Voilà. Et en fait, le terme numérologie, proprement dit, ça n'existe que depuis le début du XXe siècle. Voilà. C'est une américaine, Eldo Bayet, qui a lancé ça, qui a parlé pour la première fois du nombre, de la date de naissance, du nombre de l'identité. Avant, ça n'existait pas, ça. Okay. Donc, c'est intéressant d'avoir ça. Des fois, certains numérologues disent la numérologie, ça a commencé avec Pythagore, tout ça. Désolé, l'être humain, autant de Pythagore, déjà, c'est pas comme aujourd'hui. Et puis, ça s'appelait pas la numérologie, et puis c'était pas la même chose, en fait. Voilà. Donc, c'est important qu'on va voyager un petit peu dans le temps pour si mieux comprendre aujourd'hui, au fond, quels sont les besoins évolutifs, d'où le fait qu'après, vous allez mieux comprendre mon approche. En fait. On verra aussi les différentes familles de numérologie qui existent aujourd'hui, de façon à ce que vous puissiez bien vous y retrouver, et puis voir qu'est-ce qui vous correspond, tout simplement, parce que moi je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est selon les besoins des gens aussi, voilà, donc il y a ça. Donc si on parle de Pythagore, donc c'est moins 600 avant Jésus-Christ. Donc rien que déjà ça, moins 600, avant Jésus-Christ. Ça veut dire que, à l'époque, Jésus-Christ n'était pas là. Donc la base temps n'existait pas. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait le chemin de vie. Le chemin de vie, ça se calcule à partir de la date de naissance. À l'époque, les gens disaient, s'ils étaient un Athénien, ils disaient « Je suis né dans la 100e année suite à la naissance de la ville d'Athènes. Je suis un Athénien ou un Grec. » Mais ils ne disaient pas « je » en tant qu'individu. La dimension du citoyen de l'individu, c'est venu avec la Grèce antique, avec la Rome antique, où il y avait les lois, les règles. De même qu'à l'époque, ils utilisaient un alphabet, okay, mais c'est l'alphabet grec. Il y a 27 lettres. Aujourd'hui, on a un alphabet avec 26 lettres. Voilà. Et ils n'avaient pas de nombres comme nous. Les nombres que l'on a aujourd'hui, ce sont des chiffres arabes. C'est venu au Moyen-Âge. Donc, les Grecs ou les Hébreux, pour dire 1,
bah, c'était alpha, la lettre alpha, et une apostrophe. Et là, ça voulait dire 1. Donc les 9 premiers lettres de l'alphabet, c'était 1, 2, avaient une valeur numérique de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 lettres suivantes, les dizaines, 10, 20, 30, 20. Et les 9 dernières, c'était les centaines. Voilà. Donc ce qui fait que quand ils donnaient un nombre, ils utilisaient au fond l'alphabet et ils mettaient des apostrophes selon les lettres. Tout comme après les Romains, eux, ont utilisé, vous savez, les chiffres romains. Les chiffres romains, 1980, ça vous fait un truc super grand. Et après, il y a les musulmans, les arabes plutôt, qui sont venus, comme ils étaient très férus d'astronomie, de mathématiques, tout ça, ils ont créé les chiffres pour faire des additions, des soustractions, des multiplications, etc. Et petit à petit, c'est apparu dans la culture occidentale du Moyen-Âge, en fait. Voilà. Donc c'est intéressant de se dire qu'au fond, la science des nombres est très culturelle, au fond. Hein. Les nombres sont reliés avant tout à des symboles. Par exemple, le 1, c'est un point dans un cercle. C'est quelque chose qui se délimite, qui est différent d'un ensemble. Le 2, soit on met le lemniscate à l'horizontale, c'est-à-dire qu'il y a 2 pôles où il y a une circulation entre moi et l'autre. Voilà. Après, on peut aussi utiliser le signe du yin et du yang, c'est-à-dire qu'il y a le masculin et le féminin, le haut et le bas, le jour et la nuit. En bref, le 2 est beaucoup relié à la notion de polarité, ou comment on entre en relation avec les autres, avec soi-même, avec la vie, avec le monde, avec le ciel. Parce que le 2, il y a toujours 2 pôles, et ces 2 pôles, ils peuvent avoir différentes fonctions. Voilà. Donc, chaque nombre, au fond, est relié à des symboles universels. Le 3, c'est le triangle, tout simplement, qui montre, pointant en haut, une sorte d'élévation. Alors que quand on regarde le carré, on sent que c'est quelque chose qui est concentré. Quand on voit nos maisons, tout est carré. Tout est carré, rectangulaire, donc c'est bien l'aspect matériel, en fait. Voilà. Donc chaque nombre, au fond, est relié à des forces universelles, donc c'est vivant. Et donc, avant toute chose, on les étudiait pour comprendre les lois de l'univers, les lois de la création. C'était pas pour se connaître individuellement. Vous voyez qu'il y avait ça. Et au temps de Pythagore, la science des nombres, ça s'appelait de l'arithmologie. On étudiait le logos, le message des rythmes. Mais au fond, c'était les rythmes des planètes. Et les pythagoriciens, on disait qu'ils avaient une religion astrale, reliée aux astres. C'est-à-dire comment se relier aux astres. La planète Saturne faisait 29 ans, et on voyait que quand Saturne faisait un cycle entier autour de la Terre, eh bien l'être humain, il avait gagné en maturité. Donc en fait, les pythagoriciens étudiaient le cycle des planètes pour mieux connaître le fonctionnement de l'être humain. Et à l'époque, les gens, ils percevaient l'existence des dieux. Il y avait les déesses, les dieux, etc., les êtres de la nature, ils étaient en contact, ils savaient. Il y a tellement de légendes, tout ça. Aujourd'hui, avec un point de vue matériel, ils se sont dit, bon, tout ça, c'est des superstitions. Voilà. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont aveugles et sourds au monde invisible. Mais à l'époque, les gens captaient le monde spirituel. Quand ils avaient quelque chose d'important à faire, ils allaient dans un temple, voir un oracle et demander conseil au dieu. Et le dieu, il donnait des énigmes, tout ça, des fois c'était pas du tout clair, souvent la plupart du temps. Il fallait que les gens ils comprennent le message, mais dès qu'il y avait quelque chose d'important, tout de suite, ils allaient s'en référer au dieu. Voilà. Ils étaient en fait des enfants vis-à-vis du monde spirituel. Et donc Pythagore, lui, d'après ce qu'on sait, d'après les recherches, comme chaque lettre était reliée au fond à une valeur numérique, en fonction des noms des gens, ils n'avaient qu'un seul prénom, mais les noms grecs qui nous sont restés, il y a des trucs, Anaxagore, des trucs, je vous dis, mais ils sont allés chercher où ces prénoms? Sauf que des fois, pour les personnes importantes, une fois que les parents, la mère avait accouché, ils allaient à l'oracle, ils demandaient au dieu comment on doit s'appeler en fait. C'est pas comme nous aujourd'hui en fait. Donc les dieux disaient, voilà, cet enfant il doit s'appeler comme ça. Ulysse, Mercure, Persée, voilà. Donc, ce qui fait qu'il y avait toujours ce contact avec le divin qui était fort, que nous, aujourd'hui, on n'a plus du tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se réadapter au temps. Donc ça, c'est Pythagore, on va dire. Après, il y a le Christ qui vient, qui s'incarne. Donc au temps de Pythagore, c'est intéressant. On va dire le Christ, il est dans le soleil. Voilà. Donc on s'intéresse au ciel, à l'astral. Le Christ s'incarne, le Fils de Dieu s'incarne, bon, il y a 2000 ans. Ça va définir le temps pour toute l'humanité, avant Christ, après Christ. Même si les Chinois, les Hébreux, ils ont aussi leur base de temps, mais ça n'empêche que, globalement, tout le monde se met d'accord par rapport à cet événement-là. Voilà.
qu'on soit chrétien ou pas, ça n'a aucune importance au fond. C'est bien passé quelque chose d'important, d'essentiel à ce moment-là. Voilà. Et donc suite à ça, la science des nombres va réapparaître en Occident à l'école de Chartres. L'école de Chartres, avec les 7 arts libéraux, je ne sais pas si vous avez entendu ça, voilà. Donc ça s'appelait à l'époque Arithmetica. Voilà. En fait, il y a des muses, au temps des Grecs, il y avait des muses, ce sont des entités spirituelles en fait. Voilà. Et au temps du Moyen-Âge, il y avait aussi des muses. Voilà. Donc c'était Arithmetica qui enseignait la science des nombres, mais cette fois-ci, on cherchait les nombres dans la nature, alors qu'avant on cherchait dans le ciel. Maintenant on cherchait, par exemple, les fleurs. Une rose, c'est constitué de 3 fois 5 pétales. Donc il y a 3 fois 5, 3 pentagrammes en fait dedans. Voilà. Le lys, c'est relié au nombre 6. Voilà. Les os, c'est pareil. Il y a des dimensions, ce qui fait que d'un seul coup on comprenait les lois de la manifestation de l'être humain sur Terre. Parce que le Christ, au fond, Dieu, s'était incarné. Oui, il y a ça. Et à l'époque, c'est pareil. C'était simplement pour progresser dans l'évolution individuelle. Il y avait 7 arts, il y avait grammaire, rhétorique, tout ça. Aujourd'hui, on voit ça qu'avec un point de vue abstrait, mais à l'époque, non. Le verbe, quand c'était les mots, tout ça, ça avait du sens, c'était vivant à l'époque, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les gens encore percevaient les sons du divin. Il y avait les sorcières, tout ça, c'était pas rien. Ça existait vraiment. Donc, après, ça partait aussi dans tous les sens, mais l'invisible est encore présent. Et puis après, arrive la Renaissance, où là, hop, c'est blackout. On est coupé de Dieu, voilà. Et même les initiés ne captent plus le monde spirituel, pour que l'être humain, au fond, se retrouve seul sur Terre, et il commence à utiliser son libre arbitre. Il commence à grandir, en fait. Voilà. Et donc, le danger, c'était que l'être humain oublie totalement le ciel, totalement le spirituel, pour ne s'intéresser qu'à la matière. Et puis là, à ce moment-là, les liens familiaux se renforcent considérablement. C'est-à-dire que les gens vont se dire, comme ils ne ressentent plus leur origine divine, ils vont se dire, j'appartiens à telle famille, donc il y a mes ancêtres, il y a toute l'arbre généalogique, et donc là, petit à petit, il y avait des choses juste dedans, mais au fond, plus on avance, plus au fond, si on ne s'ouvre pas au monde spirituel, on s'enfonce de plus en plus dans la terre, en fait. Et on devient, en fait, en dessous du niveau juste. Voilà. Ce qui fait que, à la fin, on va dire au début du siècle, il y a eu comme normalement un âge de la lumière qui devait se réveiller, mais il s'est passé un tas de choses, guerre mondiale, tout ce que vous voulez. Donc à ce moment-là, il y a eu pas mal de sciences, comme à la fin du 19e siècle, avec le spiritisme, avec la numérologie, c'est venu après, voilà, mais l'astrologie était déjà présente, parce que l'astrologie, par contre, c'est très très loin. Ça existait depuis la nuit des temps, on va dire, voilà. Alors que la numérologie, petit à petit, s'est émergée à la fin, au début du XXe siècle, voilà, en Amérique, avec une américaine qui se disait inspirée par Pythagore. Et c'est elle qui, en s'associant avec une de ses amies qui était protestante, mais même, je crois qu'elle avait aussi une fonction importante au niveau de l'église protestante, parce que les hommes peuvent se marier, c'était très différent de l'église catholique en fait. Donc c'était quelqu'un qui faisait des sermons, etc. et qui a donné ce nom de numérologos, numérologie en fait. Voilà. Donc ce qu'on appelle le nom de la naissance qui petit à petit s'est transformé en chemin de vie, voilà, ou le nom de l'identité qui est devenu le nom d'expression, eh bien ça date du début du XXe siècle. C'est tout récent. Et à l'époque, eh bien, le matérialisme était quand même super costaud. Hein, voilà. On voyait les industries, tout ça, l'éloignement du monde spirituel se faisait de plus en plus. Voilà, et les guerres mondiales n'ont fait qu'accélérer ça. Et petit à petit, il fallait comme trouver des sciences qui aident l'être humain à se reconnecter à sa destinée, qui aident l'être humain à remonter, en fait, à renouer contact avec le monde spirituel. Voilà. Et donc, les voies spirituelles, tout ça, sont vraiment, au XXe siècle, ça a fleuri partout, globalement. Et pour que l'être humain retrouve, au fond, son origine, qu'il n'oublie pas qui il est en s'incarnant sur Terre. Or, aujourd'hui, on est dans un monde quand même ultra matérialiste. Voilà. Donc, où tout ce qui est véritablement spirituel, au fond, est traqué. Hein. Les sectes, tout ça en France, c'est quand même assez fort. Ou alors, spiritualité, c'est religion. On a dit ça, la religion. Ou alors, éventuellement, la médiumnité, la voyance. Mais au fond, c'est pas vraiment la spiritualité. Parce que ça concerne toujours la personnalité, en fait, qui est avec ses conditionnements.
qui a une certaine vision de la vie, qui s'identifie à sa famille, qui s'identifie à un rôle. Okay, et bien souvent, à notre époque, pour se réveiller, ils font un gros choc. Il faut une grosse épreuve. Parce qu'on est en pilotage automatique. Travail, famille, relations amoureuses, vie. C'est tellement matérialiste que on est tellement pris par ce courant qui nous entraîne forcément dans la bonne direction que, heureusement, on a une destinée où il y a, on va dire, humoristiquement parlant, on a posé des bâtons de dynamite un petit peu à certains endroits dans notre vie pour que ça explose et là, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une sorte de décollement à ce moment-là qu'on peut vivre. On pensait qu'on était ça, attaché à ce rôle, tel homme, telle femme, telle famille, tout ça. Puis d'un coup, on vit un grand drame, puis ça peut aller jusqu'à un accident, une grave maladie, une rupture sentimentale super forte, et d'un coup être licencié du jour au lendemain. J'ai même vu des gens, leur maison détruite, il y a un éclair qui tombe dessus, ils perdent tout. Okay. Bon, il y a des gens qui ont un chemin de vie plus strong, on va dire, que d'autres, ok, d'accord. Voilà. Mais souvent, c'est le 8. Souvent, chemin du 8, c'est assez sportif. Oui, j'en sais quelque chose. Oh là là. Voilà. Et donc, mais après, souvent, il y a un réveil. On a besoin de se réveiller et il faut une épreuve. Voilà. Excepté si, dans notre vie, on a déjà pratiqué une évolution spirituelle et où, dès le début, même dès l'enfance, on sent qu'il y a des trucs qui sont pas clairs. On sent qu'on nous ment, on cherche la vérité, on est déjà en quête. Voilà. Et c'est pas le cas de tout le monde, mais ça arrive. Voilà. Pour moi, c'était mon cas. Mon père était policier et c'était intéressant. On voyait des informations à la télé, j'avais 10 ans, je me souviens très bien, il y avait une affaire qui était expliquée par le journaliste, il dit ça s'est pas dû se passer comme ça. Et donc c'était vraiment le réveil, le début de se dire, ok, on nous ment en fait. Voilà. Et voilà, parce que voilà, il y avait des personnes, donc plusieurs fois il m'a fait ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, un père sur le terrain, tout ça, qui voyait ce qui se passait, puis après, qui voyait ce que les journalistes racontaient. Donc moi, dès le début, je me suis dit, ce monde, il ne tourne pas rond, il manque quelque chose. Voilà. Donc ce qui fait que j'ai passé mon adolescence à la bibliothèque, à fouiller un tas de bouquins, de trucs, voilà, de chercher les choses, pour chercher la vérité, sans arriver à mettre le doigt dessus, en tout cas, mais je cherchais autre chose que ce que nous proposait la société, au fond, de consommation matérialiste. Voilà. Donc ce réveil, globalement, on peut le vivre soit par une épreuve, soit parce que on s'est déjà au fond réveillé dans d'autres vies. Voilà. Soit aussi, ça peut être un émerveillement. C'est-à-dire que on va voir quelqu'un faire une action, ça va d'un coup réveiller en nous un très grand bien. Bon, ça va nous toucher, ça va nous bouleverser. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait dans notre conscience en disant mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je suis. Voilà. Et à ce moment-là, après, est-ce qu'on rentre dedans ou pas? Libre à chacun. Donc c'est la troisième façon de se réveiller. La quatrième façon, c'est vous allez lire un livre inspiré, vous allez faire un rêve marquant, et puis d'un seul coup, ça va vous percuter. Et puis d'un seul coup, c'est comme si toutes vos certitudes, il y en a qui vont voler en éclats. Et là, est-ce qu'on accepte de rentrer dans cette quête de vérité ou pas? C'est pas évident, parce que est-ce qu'on accepte de remettre en question peut-être des points de vie assez conséquents? Et là, les gens ont le libre arbitre en fait. Est-ce qu'ils veulent rentrer dans ce choix pour basculer, puis en fait s'ouvrir et en fait partir en quête vraiment de qui ils sont, de leur esprit? Ou est-ce que ça fait trop peur et la personnalité, elle verrouille tout, elle veut revenir à tout prix comme avant, elle oublie en un temps record, comme si c'était rien passé. Il y a des gens comme ça. Mais c'est libre à chacun. Si vous êtes là, c'est que vous êtes au fond réveillé. Donc c'est bon signe. Voilà. Donc, le but de la numérologie évolutive, donc, c'est ce lien dans l'histoire de l'humanité en fait. Aujourd'hui, quels sont les besoins que moi j'arrive à définir au fond? Au niveau de la pensée, c'est d'arriver à se dire au fond, qui suis-je? En fait, c'est se poser des questions existentielles, vraiment. Qui suis-je vraiment, au-delà de ma personnalité, au-delà de mon rôle familial, tout ça, qui je suis vraiment? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis sur Terre? Quand je vis quelque chose, quel est le sens de mon épreuve? Je cherche, pour être libre en fait, pour chercher à être responsable aussi. Quand je vis une relation, quel est son sens? Pourquoi est-ce que je m'engagerai avec quelqu'un? Dans quel but? Est-ce que c'est pour répondre à des attentes? J'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur de... Voilà, donc je m'accrocher à quelqu'un, puis bon, on a tous vécu ça, je précise.
Mais un jour ou l'autre, quand même, avec l'âge, on se dit, ça serait peut-être bien de voir autre chose. Hein, ça serait bien. Sinon, c'est le hamster qui tourne dans sa roue. Et il y a des gens, c'est incroyable. Je veux dire, ils vivent toujours la même chose, il n'y a aucune leçon qui est tirée. Et ils se retrouvent toujours le même partenaire, c'est toujours le même problème. Et la personne, elle se dit, vraiment, on m'a jeté un sort. J'ai entendu, on m'a jeté un sort. Puis en fait, non, c'est en vous, on sort sans moi. Mais non, c'est pas vrai, je suis victime. Ce qui fait que là, on ne peut pas vraiment discuter. En fait, voilà. Bon. Donc ça nécessite une certaine dose d'acceptation de la responsabilité, en fait. À partir du moment où il y a cette dose, même si on ne comprend pas tout, si on se dit, je suis responsable de ce qui m'est arrivé, ça veut dire que je peux aussi m'en sortir. Parce que si j'ai généré ça, je peux aussi générer autre chose si je change en moi, en fait. Alors que si je me sens victime, je vais désigner un bourreau et je vais chercher un sauveur. Et donc je ne vais rien faire, parce que je ne peux rien faire. Ou là on va dire c'est mon destin. Voilà. Je suis comme ça, c'est ma personnalité. Ma grand-mère elle était comme ça, donc voilà. Enfin vos grand-mères, je veux dire la grand-mère, il y en a comme ça. Bon, c'est un peu caricatural parfois, voilà. Mais au niveau de la psychogénéalogie, on dit toujours que c'est la faute des ancêtres. Par contre, on ne voit jamais ce que la grand-mère, les belles qualités qu'elle avait, etc. Parce on pourrait aussi voir ça dans l'autre sens. On voit toujours ce qu'elle n'a pas été pas bien. Donc, ce qui fait que je l'ai, c'est pas de ma faute. Et là, on voit qu'il y a un attachement aux valeurs familiales, aussi au corps physique, et à l'identité de la personnalité au niveau familial. Voilà. À partir du moment où on s'ouvre à la dimension spirituelle, on accepte au fond de se dire ça, au fond, c'est pas moi. Il faut arriver à s'en décoller. On va mener l'enquête et petit à petit on va travailler vraiment sur soi, on va s'individualiser, puis on va essayer de découvrir qui je suis et on va cultiver un autre rapport par rapport à la famille. Voilà. On ne va pas rejeter, ça ne sert à rien de rejeter, parce que quand on rejette, au fond, c'est le même problème. Soit on est en symbiose, soit on rejette, mais en fait la référence elle est toujours là. Non, il faut arriver à s'en décoller pour se dire ok, je me suis incarné dans une famille parce que je devais récupérer au fond des aptitudes, ou un karma négatif et positif des vies passées. Et ces gens-là, c'était les meilleurs parents pour me récupérer sur ce que j'ai prévu de travailler là-haut, avant de m'incarner. Sauf que, bien sûr, quand on descend, on devient amnésique. Heureusement, parce que imaginez que tout petit, parce qu'on se souvient de tout ce qu'on va vivre, alors là, c'est la panique à mort. On fait pas rien, on est fiché. Bon. La vie est bienveillante, en fait, elle est pleine de bonté, donc ça se dévoile au fur et à mesure de l'âge. Voilà. Mais aussi dans le bien. Voilà. Il faut des fois avoir vécu certaines expériences pour être capable de s'ouvrir un nouveau bien en soi et de pouvoir le vivre, le manifester, etc. Avant, c'est pas possible. Tout comme on peut avoir des aspirations quand on est jeune, et puis sur le coup, c'est pas possible. Et puis d'un coup, 20 ans plus tard, on a acquis la maturité et là, on va pouvoir les réaliser. Et la vie est pleine de beauté à partir du moment où on essaie de comprendre son sens réel, en fait. Voilà. Mais ça nécessite, au fond, d'être dans un moment de slam, de se dire je ne vais pas tout comprendre mais je cherche la vérité. Voilà, je veux comprendre vraiment. Voilà. Je veux, même si j'ai des certitudes, je dois être prêt à les remettre en question. Il ne faut pas que je sois bloqué là-dedans, figé. Voilà. Donc il y a une souplesse qui nécessite au fond de cultiver une certaine confiance dans la vie. Voilà. Et cette confiance, elle résulte du fait que j'ai vécu des expériences intérieures, j'ai tiré les leçons de ce que j'ai vécu concrètement, intérieurement, extérieurement. Je sens qu'il y a une bienveillance là-dedans, j'ai pu me transformer, donc petit à petit j'ai confiance en mes capacités. Donc j'ai aussi confiance en la vie, et petit à petit, je vais pouvoir m'ouvrir à l'inconnu, aux surprises, à la déstabilisation, aux épreuves, en abordant ça autrement. Parce qu'on sent que derrière ça, au fond on l'a décidé, et c'est toujours en notre mesure en fait. Le monde spirituel, il ne va pas nous proposer une épreuve qui est au-delà de nos forces. Ça va demander une transcendance, c'est certain. Si on ne veut pas le faire, on va stagner. Des fois, tous, on vit une épreuve, on se braque, on se durcit, on reste têtu pendant quelques années, voilà, quelques mois, quelques années. Voilà. Puis au bout d'un moment, il se passe d'autres choses, et puis il passe autre chose, et puis une soir, ça redémarre. Mais au fond, il y a le choix. Est-ce qu'on décide vraiment d'évoluer ou pas ? Donc c'est ça qui est intéressant aussi de... En tout cas, c'est mon approche, c'est pour ça que j'ai appelé ça aussi évolutif, c'est qu'on n'est pas figé dans son thème. Un thème numérologique, c'est un peu comme quand on fait un pèlerinage en fait. Il y a un itinéraire et il y a une certaine distance à faire. Voilà. Donc on va prendre un sac à dos, mais dans ce sac à dos, on va surtout utiliser
le strict nécessaire. Voilà. Donc en numérologie, quand vous voyez les différentes familles de numérologie, il y en a qui utilisent un tas d'informations. Ça part dans tous les sens. C'est un peu, on va dire, on va arriver à faire du tri. Qu'est-ce qui nous correspond vraiment? De quoi on a vraiment besoin pour notre parcours? Qu'est-ce qui va vraiment nous être utile de comprendre? Parce que sinon, on est un peu comme ceux qui démarrent Saint-Jacques-de-Compostelle, ils se prennent un sac avec un tas de choses dedans, et au bout de 2 jours, alors ça, non, ça, non, ça, non. Ah, mon sac est un peu plus léger. Ok, d'accord. En fait, la vie, c'est un pèlerinage. On peut voir ça comme ça. Donc, il faut savoir, en numérologie, en tout cas, quels sont les postes clés qui vont nous aider vraiment à évoluer et que l'on va vivre. Il ne s'agit pas d'avoir des connaissances abstraites. Il faut que ce soit mis en pratique. C'est ça le plus important. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion de réalisme. Enfin, il faut que ce soit réaliste. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi, quand on pratique la numérologie, de confronter les calculs, les nombres que l'on trouve dans les calculs, à la réalité de la vie. Or, la plupart des gens qui écrivent des livres de numérologie, ou qui enseignent, quand ils prennent des exemples, c'est des exemples pas forcément de personnes qui existent en fait. Voilà. Moi je prends toujours des acteurs, des actrices, des gens que l'on peut vérifier sur internet, on peut le chercher leurs références, etc. Ce qui fait que par rapport aux éléments que je donne, on peut voir si ça correspond vraiment à leur vie. Et là à ce moment-là, on se dit, ah, là c'est déjà la route. Tout comme ça, parce qu'il y a plusieurs façons de calculer certains nombres. Le plus compliqué en numérologie, où je me suis trituré la tête, mais pendant vraiment des mois et des mois, c'est que pour le nom de l'identité, ce qu'on appelle le nom d'expression, la méthode française, c'est on utilise juste le prénom usuel et le nom de famille de naissance. Et la méthode américaine, on utilise tous les prénoms et le nom de naissance. Oui, qu'est-ce qui est vrai? Bon, quand on n'a qu'un seul prénom, on n'a pas ce problème-là, voilà. Mais quand en France, on a 2, 3, 4 ou 5 prénoms, vous faites 2 calculs, et ben exactement. Et donc, non, mais justement, c'est pour ça que, qu'est-ce qui est réaliste? Il faut faire preuve de bon sens. D'un côté, avec un calcul, on tomberait, par exemple, quelqu'un tomberait sur un nombre d'expression, je prends une caricature, 7. Donc c'est quelqu'un d'assez mental, solitaire, distant, etc. Avec l'autre calcul, on tomberait sur quelqu'un qui a une expression 6. Super famille, super affectif, relationnel, qui prend soin des autres et tout. Mais c'est pas du tout la même personne. Et donc là, il faut se dire, ok, j'ai ces 2 nombres-là, lequel correspond à la personne? Parce que le nombre d'expressions, c'est voilà comment je m'exprime, c'est voilà comment je suis. Donc ça se voit, les gens, ils captent. Et là, si on vous dit, non, mais non, t'es comme ça, t'es expression 7, puis la personne, elle est totalement pas du tout là-dedans, elle va se dire, ok, bon, je dois me convaincre, je dois m'auto-suggestionner que je suis expression 7. Oui, non, mais vous savez. Et avec la date de naissance, est-ce qu'on ne peut pas recouper justement cette... Ah bah non, parce que la date de naissance, ça ne répond pas à la question qui suis-je. C'est la question, où est-ce que je vais? Or, la plupart des gens, ils confondent qui suis-je et ma date de naissance. C'est comme si moi je disais, ah bah je suis Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin je suis le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bah en fait non, je marche sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais je ne suis pas ça. C'est pour ça que en numérologie évolutive, on voit la vie humaine comme un pèlerinage en fait à vivre. Voilà. Avant ça, avant d'entrer plus dans la numérologie évolutive, parce que là ça part un petit peu dans tous les sens, on va dire, on va faire un panorama de ce qui existe en numérologie aujourd'hui en fait. On va dire qu'il y a 3 grandes familles qui correspondent aussi aux besoins des personnes. La première, c'est la numérologie divinatoire. Ce sont des médiums, des voyants qui l'utilisent, ou certains numérologues qui vont surtout se concentrer sur la date de naissance ou l'année personnelle. Parce que ces gens-là veulent répondre à la question, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai déjà eu peur de personne. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je dis, je ne fais pas de prédiction, désolé. Par contre, je peux vous aider à mieux vous connaître, à comprendre le sens de votre vie. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Moi, honnêtement, ça fait un bug. Hein, voilà. Attends, vous voulez pas savoir qui vous êtes? Non, non. Okay. Vous voulez pas savoir où vous voulez aller? Non, non. Okay. Mais je veux savoir ce qui va m'arriver. Ok. D'accord, on n'est pas dans le même monde. Hein. Voilà.
Donc là, ça va nous donner une numérologie, au fond... Il faut qu'elle aille voir une voyante. Oui, mais il y a certains voyants médiums qui utilisent justement la date de naissance pour... Après, eux, ils ont des flashs, tout ça, et ils captent, au fond, dans l'aura de la personne, des choses qui pourraient arriver, ou des choses illusoires, rêveuses, mais c'est... Qu'est-ce qui va m'arriver? Quand c'est qu'est-ce qui va m'arriver, au fond, c'est uniquement matérialiste. C'est parce que ça touche mon corps. C'est effectivement, est-ce que je vais être quelqu'un qui va me toucher, avec qui je vais faire l'amour, tout ça, voilà. Est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que je vais avoir un métier? Est-ce que je vais être bien pour ma santé? En fait, ça ne correspond qu'aux besoins du corps physique. La personne, elle ne veut pas savoir qui elle est. Donc, elle ne veut même pas connaître sa personnalité. C'est hallucinant quand même, voilà. Donc c'est dans cette optique-là, et en plus on appelle ça divinatoire. Il y a divin dedans quand même, mais bon. Voilà. Donc, mais en fait, c'est hyper matérialiste. Donc je ne fais pas ça. Donc là-dedans, ces gens-là, ils voient ça comme un destin. C'est quelque chose de fataliste, en fait. Il va m'arriver quelque chose, je peux rien faire. Je peux que subir, en fait. Alors si c'est bien, bah super. Si c'est pas bien, pas de chance. Donc ça, c'est la première famille. Deuxième famille, c'est la numérologie psychologique, qui, elle, conçoit l'être humain comme un corps et une psyché, ou une âme. Hein, parce que l'âme, au sens chrétien, eh bien, c'est, les psychologues l'appellent la psyché. Cette psyché, elle contient deux parties. Il y a la personnalité. Persona, ça veut dire le masque, en fait. Dans la Rome antique, les artistes de théâtre avaient un masque qui s'appelait persona pour incarner des émotions, des personnages. Donc ça veut dire que quand on est dans sa personnalité, on endosse un rôle, un masque, pour entrer en contact avec le monde extérieur. Parce que derrière ça, il y a trois peurs fondamentales. La peur de ne pas exister, la peur de ne pas être aimé, et la peur de ne pas être reconnu. Et donc on va endosser un rôle, selon, on a une de ces trois peurs qui est plus forte que les autres. Hein, voilà. Et donc, on a les trois quand même, hein, mais il y en a une qui est quand même assez costaud. Voilà. Et sur laquelle le masque de la personnalité, c'est bien construit. Et dedans, comme la personnalité est reliée au masque, c'est relié à des formes. J'appartiens à telle famille, j'ai tel rôle social, voilà. Je fais partie de telle religion, j'ai tel courant politique. Voilà. En fait, c'est une coquille, d'une certaine façon. Et la psyché, c'est aussi, quand les gens travaillent sur eux, eh bien, ils se détachent un peu de ça et ils vont développer leur individualité. Donc ça correspond plus à qui ils sont vraiment, au-delà des masques. Dans individualité, il y a indivisible. C'est-à-dire que j'arrive vraiment à être moi-même, je suis plus divisé. Alors que la personnalité, elle peut être très caméléon. Elle s'adapte en fait, en fonction toujours du monde extérieur. Parce qu'elle a peur elle a besoin de remplir ses besoins. Et donc, alors que quand on arrive à toucher des bouts de son individualité, en nous, il y a quelque chose qui se pose en fait. On perçoit notre lumière, on sait qu'en fond, l'amour est en nous, on sait qu'il faut se poser des questions pour percevoir notre lumière, notre vie, tout ça. Donc c'est en nous. Donc là, petit à petit, c'est l'individualité. Donc les dimensions de la numérologie psychologique, donc c'est globalement tous les livres de numérologie que vous trouvez, tous les courants, c'est de la numérologie psychologique. Parce que ça s'adresse à la psyché, à la personnalité en fait au fond. Donc dedans, il y a la numérologie stratégique, il y a François Noether, la numérologie humaniste, il y a Philippe de Louvigny, il y a Jean-Daniel Fermier, enfin tous les grands auteurs de numérologie, c'est de la numérologie psychologique. Parce que ça s'adresse avant tout à la personnalité. Ces gens-là ne proposent pas aux autres de se poser des questions existentielles. Par contre, ils vont définir un plan d'action pour se développer. Un plan d'action pour s'épanouir. Personnellement. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, voilà. Et la personne va apprendre à mieux se connaître dans ses qualités, aussi dans ses défauts, voilà. Et bien souvent, il y a quelques numérologues psychologiques qui conçoivent l'être humain ou le thème numérologique comme un arbre. Je ne sais pas, quand vous étiez au collège, je ne sais pas si vous avez fait des fois il y avait des tests psychologiques où on nous demandait de dessiner un arbre. Vous savez, ça vous est jamais arrivé sur le site, c'est voilà. Et en fonction de l'arbre qu'on dessine, eh bien le psychologue, il a une idée un peu de notre personnalité. On a des racines ou pas sur l'arbre. Exactement. On a une feuille, on met l'arbre où on veut. Et par rapport à ça, moi, le jour où ça m'arrive, donc c'était en 3e, moi j'avais dessiné un peuplier, donc c'est une lance en fait, au milieu de la page. Le psychologue, il avait été impressionné, mais le psychologue avait vraiment eu un coup de flip, parce qu'en fait, pas pour moi, hein, c'est parce qu'en fait, on avait fait, notre prof de dessin, pendant un mois, il nous avait fait dessiner des arbres morts.
C'est Et le nombre d'élèves qui ont décidé des arbres morts, c'était la panique dans le collège, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Cette génération. Voilà, donc... Voilà, donc globalement, quand on s'intéresse à la personnalité, effectivement, on peut la concevoir comme un arbre. Ok. Donc un arbre, que fait-il? Ben, il est planté à un endroit et il va se développer. Ok. Il peut devenir l'arbre de la forêt. Voilà. Ça peut devenir quelque chose de très grand. Il peut donner beaucoup de fruits, déployer tout son feuillage, abriter un tas d'oiseaux, tout ce que vous voulez. Mais un arbre, ça ne bouge pas. Et ça ne se transforme pas. Un pommier ne peut pas devenir un oranger. Et un arbre, à moins d'être dans le Seigneur des Anneaux, un ent. Voilà, mais c'est assez rare à notre époque. Voilà. Donc, dans la dimension psychologique, globalement, l'être humain, c'est comme s'il ne pouvait pas vraiment se transformer. Il peut se déployer, se développer au mieux, donner le meilleur de lui-même, mais c'est en fonction de ses acquis, en fait. Il y a ça. Alors que dans la dimension spirituelle, on voit l'être humain comme un pèlerin qui vit un voyage, en fait. Et au cours de ce voyage, eh bien, il peut se transformer. Il va vivre mille et une aventures. Et ce voyage, au fond, eh bien, a pour but de participer à l'évolution humaine. Dans la dimension psychologique, on vise le bonheur personnel. On veut trouver sa place dans ce monde, réussir sa vie, vraiment. Au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau professionnel, on veut réussir sa vie. Mais c'est en fonction des références de la société. Voilà. Dans la numérologie spirituelle, c'est pas ça important. L'important, c'est est-ce que je joue mon rôle dans l'histoire humaine? Est-ce que je vais me révéler en tant qu'esprit? Est-ce que je vais me recontacter au monde spirituel librement? Est-ce que je vais offrir le meilleur de moi-même aux autres? Voilà. On est dans une dimension beaucoup plus vaste. D'où aussi cette dimension du pèlerinage. C'est-à-dire que si vous êtes allé dans un pays étranger, ben vous avez vu qu'ailleurs c'est différent, et donc il faut s'adapter. Donc ça demande de revoir ces concepts. On avait une certaine vision de la vie, on va dans un pays asiatique, en Afrique, eh ben... Ok, ben on ne peut pas amener nos concepts là-bas, c'est pas possible. Voilà. Il faut s'adapter. Donc il faut revoir sa vision de la vie, donc ça apporte beaucoup de souplesse. Donc c'est pour ça que les gens qui voyagent beaucoup peuvent aussi avoir plus de facilité au fond pour évoluer, mais ça peut être aussi une fuite de ce qu'il y a vraiment à faire. Ça dépend de chacun, hein, voilà. Chaque cas est particulier. Il y a vraiment ça. Donc, le pèlerinage, tel que je l'entends, se passe en 3 temps. Quand on fait un pèlerinage, il y a, premier temps, je me prépare. Du jour au lendemain, on peut me dire, je vais faire ça là, ok, je prends mon sac, j'y vais. Non, on va se préparer. Deuxième temps, on fait son pèlerinage. Troisième temps, on revient et on partage son expérience. Okay. Donc la vie humaine peut être décomposée comme ça en 3 grandes phases. Et qui sont reliées en numérologie et en astrologie au cycle de Saturne. 28-29 ans, on a fini l'évolution naturelle, la préparation. En fait, c'est-à-dire qu'on s'est incarné dans une famille, sur Terre, à un certain endroit, dans une certaine culture. Donc là, on peut utiliser la numérologie, parce que ça correspond à cette culture. La numérologie qu'on utilise, c'est l'alphabet latin et le calendrier chrétien. Okay. C'est pas les Hébreux, ils ont la guématria. Ils utilisent la science des nombres autrement. Voilà. Et les Chinois, c'est pareil. Ils ont notre base de temps. Voilà. Mais nous, si on est né en France, en tout cas dans un pays occidental, forcément, on utilise même notre nom. Notre nom, c'est écrit avec des lettres latines. Voilà. Voilà. Donc on ne va pas écrire notre nom en indien, en tibétain, tout ça, pour après vers la numérologie tibétaine, tout ça. Enfin, c'est un non-sens, on va dire. Comme s'il fallait voir ailleurs. En plus, ça n'existe pas. Hein, c'est un truc, c'est des gens qui inventent ça, des occidentaux, pour faire un pont avec l'Orient, mais c'est comme si les gens ne voyaient pas des fois la spiritualité qu'il y a chez eux. Donc, on a une numérologie qui est adaptée à notre époque, à notre culture, et qui, eh bien, durant la première partie de vie, en fonction des noms que l'on a, eh bien, va nous aider à récupérer qui l'on est, au fond, notre bagage. Le bagage qu'on a prévu d'avoir sur le dos pour faire notre pèlerinage.
Donc c'est notre comportement, nos motivations profondes, notre karma négatif, les travers que l'on a, mais aussi des belles choses, puis aussi des nouvelles capacités qu'on aimerait acquérir, parce qu'aujourd'hui, on s'est incarné tous au XXe siècle. On ne s'est pas incarné au Moyen-Âge, on ne s'est pas incarné dans l'Antiquité. Donc aujourd'hui, les besoins évolutifs sont différents de ces époques-là. Parce que l'humanité, en fait, elle évolue tout le temps. Donc ça veut dire que les sciences de connaissance de soi doivent toujours évoluer avec l'humanité. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de tradition, en fait. Ça doit toujours être vivant. Et aujourd'hui, vous voyez que tout s'accélère à une vitesse grand V. C'est-à-dire que même la spiritualité du début du siècle, avec Rudolf Steiner, tout ça, mais aujourd'hui, le monde a énormément changé, donc il faut réadapter ça. Donc il faut vraiment sentir qu'il y a un mouvement. Et donc, quand on utilise un art de la connaissance de soi, il faut ressentir, est-ce que c'est vivant, la façon dont je l'utilise, ou est-ce que c'est figé dans des traditions, c'est en case et ça ne va pas bouger. Et en fait, non, il faut arriver, d'où le fait que quand on apprend la numérologie, peu importe quoi, il faut le vivre en fait. Il faut l'assimiler, il faut le digérer, puis après il faut être capable d'en parler sans répéter exactement ce qu'on nous a appris. Non, il faut que ça... Un peu comme, des fois je pense que vous avez vécu ça, à l'école, vous avez un professeur qui habitait sa science, qui adorait ce qu'il apportait. On était heureux d'être en cours, voilà, on buvait ses paroles tellement c'était vivant, il prenait des exemples concrets, c'était pas juste un truc, alors vous lisez la page, puis voilà, non, c'était vivant. Eh bien, alors qu'il y a d'autres professeurs, bon allez, prenez telle page, je vous récitais l'histoire, tout ça, c'était hyper barbant, quoi. Donc la numérologie, c'est pareil. À partir du moment où on rentre dans cet art de la numérologie, il faut apprendre à aimer les nombres, à essayer de les vivre, à les ressentir, à observer aussi comment ça se passe dans la vie des gens. Voilà, en fait, pas simplement rester que sur soi, mais de confronter au fond les données numérologiques qu'on a appris ou qu'on a lues dans les bouquins à la réalité de la vie. C'est très important. Et c'est ça qui permet d'être vivant. Et en fait, après, quand on va étudier un thème, des fois, il y a des thèmes qui sont plus faciles que d'autres à aborder, puis il y en a d'autres, c'est compliqué. Là. Donc, c'est comme s'il y a certains nombres qu'il faut que je découvre une nouvelle facette d'eux. Parce qu'en fait, le thème, c'est comme un puzzle. En numérologie, il y a tellement de calculs. On peut avoir des milliers de puzzles, mais alors faire la synthèse, accrochez-vous. Voilà. D'où le fait qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on va garder comme élément essentiel pour arriver à tout rassembler, à faire une histoire, pour qu'il y ait vraiment du sens. Parce qu'il y a certains nombres en numérologie, selon qu'on prenne les voyelles, ou les consonnes, ou toutes les lettres, ou juste le prénom, etc. Du coup, il y a des nombres qu'on pourrait dire au premier abord, mais ils disent des choses inversées, en fait. Voilà. Mais sauf que l'être humain, il est très complexe. Hein. On ne peut pas le mettre en case. L'être humain, il est complexe. Des fois, ça dépend du domaine de vie, mais il y a des fois des domaines de vie que l'on a qui sont très simples. Puis d'autres, par contre, on se prend la tête. Hein, c'est comme si on n'avait pas le mode d'emploi. Des fois, on peut avoir l'impression de se dire comment ça fonctionne dans ce milieu-là. Je ne sais pas, il faut que j'apprenne des choses. Donc en fait, comme on est venu apprendre, forcément, le chemin de vie, donc c'est la date de naissance, va nous montrer, voilà, pour toi, ta destinée, elle passe par tel chemin. Voilà, c'est telle route. Et si on est vraiment sur sa route, eh bien, on va être en vie. On va sortir vivant. Ça s'appelle le chemin de vie. C'est pour ça que quand les numérologues ils disent je suis chemin de vie 11, sur le 11 toujours, jamais le 2, surtout pas le 2, voilà. Il y a une grande peur du 2, globalement. C'est pas bon. Mais faut pas réduire les maîtres noms, faut pas réduire. C'est incroyable. Voilà. Comme s'il y avait la peur du 2. En fait, non. Comment pourrait-on vivre un 11 correctement si on ne veut pas vivre le 2 correctement? C'est la base. En fait, le 2 bien vécu permet la transcendance vers le 11. En fait. Voilà. Et le 2, c'est l'équilibre. Donc si on ne veut pas vivre le 2, c'est-à-dire qu'on n'est pas équilibré. Donc le 11, ça a flyé à fond, quoi. Ouais. Mais en même temps, j'ai déjà vu des gens qui étaient terrorisés. Ils avaient fait faire leur thème numérologique et la personne elle dit je suis 11, c'est horrible, j'arrive pas. J'ai dit attendez, on se détend, voilà. Mais il m'a dit que voilà, c'est comme ça. La personne est super stress. Et alors j'ai vu tout ça, pour moi d'abord vous devez vivre le 2 et tout. Donc le 2, c'est apprendre à être bien en relation avec les autres, faire le miroir de la vie, être réceptif, être en équilibre. Ah, merci monsieur, merci, ça fait du bien d'entendre ça parce que là, la pression, c'était super costaud. Voilà. Bon, j'ai vraiment vu, j'ai donné des centaines et des centaines de consultations, donc j'ai beaucoup confronté en fait mes données numérologiques à la réalité de la vie des gens en fait. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, qui permet
moi aussi de me réadapter à chaque fois, d'être toujours en mouvement. Donc il y a ce chemin de vie, au fond, c'est la roue du pèlerinage. Donc première partie de vie, on ramène ce qu'on, en fonction de son milieu familial, social, éducatif, tout ça, on va récupérer au fond son bagage karmique. Suite à ça, dans la vingtaine, on va se faire une certaine image de soi et de la vie. La plupart des gens, malheureusement, vont rester figés là-dessus. En fait. Après, pour les déboulonner, il va falloir mettre des grosses épreuves. Et encore, c'est pas certain. Il faut qu'il y ait un réveil, comme je vous le disais au début. Il faut qu'il y ait un réveil pour se dire, ok, j'accepte de remettre en question certaines choses, mais ça demande une ouverture. Donc, première partie, évolution naturelle, on se fait une certaine image de soi et de la vie. On peut vivre des expériences des fois très dures, ça dépend du karma qu'on a décidé de travailler dans cette vie. Et après, on rentre dans le pèlerinage. Donc, première partie, on a vu, c'était la préparation. On se prépare. Ok, je vais faire ça, Jacques, je vais faire ça, Jacques, je vais faire ça, Jacques. On regarde des vidéos, on écoute des gens, voilà, bah, on se prépare. Physiquement, psychologiquement, préparation par contre, tout ça. Mais on n'est pas encore parti, hein. Deuxième partie, ok, 28-29 ans, on a fini l'évolution naturelle, ça se montre même au niveau du corps physique. Les derniers œufs du coccyx finissent d'être construits à ce moment-là. Ça veut dire que même notre squelette, il est bouclé, il a fini. Notre corps physique, il a fini de croître. Après, on peut grossir ou maigrir, mais c'est la masse musculaire. Voilà, c'est pas le squelette. Voilà, donc à 28-29 ans, ah oui, c'est ça, voilà. On peut prendre du poids, mais le squelette ne veut pas bouger. Voilà. Donc, 28-29 ans, on rentre dans le pèlerinage. Donc là, il va falloir commencer à apprendre les leçons du chemin de vie. Par rapport à tout ce que j'ai pu étudier comme thème, les gens qui m'ont raconté leur histoire, etc., je suis petit à petit amené à définir vraiment 5 principes clés pour chaque nombre du chemin de vie. Des principes à vivre, en fait, à assimiler. Ce sont des clés. Ce sont des clés qui nous permettent de passer des épreuves, qui nous permettent de passer des caps, qui nous permettent de nous ouvrir à autre chose. Voilà. Donc, selon ces 5 principes, il y en a un ou deux qui vont être surpris sur le devant de la scène, selon la situation dans laquelle on se trouve. Ça ne va pas toujours être les mêmes. Voilà. Donc, vous trouverez ça dans mon livre « Les secrets du chemin de vie ». Donc, ces 5 principes ne sont pas naturels. Donc, quand on dit « je suis chemin de vie », donc ça veut dire que je suis ceci ou cela, ben, en fait, c'est faux. Non. Je suis sur ce chemin pour apprendre des choses. Voilà. Le qui suis-je, c'est mon identité. Quand on me demande qui êtes-vous, je ne vais pas dire je suis né de juillet 1965. Ça fait bizarre, quoi. Non, je dis je suis Emmanuel Marseille. Ok, voilà. Donc, c'est du bon sens. Il faut du bon sens. J'arrête pas de me battre à chaque fois dans mes vidéos, tout ça, pour dire aux gens réfléchissez, ne croyez personne, expérimentez, faites preuve de bon sens, de discernement, mettez en pratique et voyez ce qui marche pour vous. Parce que les noms, c'est important de lire. Il ne faut pas que ça reste abstrait. Donc, la deuxième partie du pèlerinage, on va dire, ça va jusqu'à deuxième retour de Saturne, 58, 59 ans. On peut avoir du rab jusqu'à 63 ans. J'aime bien dire ça. Surtout pour toi. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi 63 ans? Parce que 63 ans, c'est 7 fois 9. C'est-à-dire que l'être humain se décompose, vit sa vie par tranche de 7 ans. Vous avez 7 ans, les enfants ont leurs dents. À 14 ans, il y a la puberté. 21 ans, l'âge de raison. 28 ans, les derniers œufs du coccyx. Donc, on a comme ça des tranches de 7 ans. Et il y a aussi des cycles de 9 ans, qui sont plutôt reliés en astrologie au nœud nord. Voilà, nœud nord astrologie. Le nœud nord, c'est dans quelle direction je dois aller pour évoluer. Donc, le chemin de vie, c'est aussi dans quelle direction je dois aller pour évoluer. Donc, 7 x 9, 63. C'est-à-dire qu'à 63 ans, c'est la bannière finish. Vous savez, c'est la deadline. Voilà. Donc, il faut arriver à passer la barrière en se disant ok, j'ai accompli tout ce que j'avais prévu. Voilà. Tant mieux si c'est le cas. Pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Et après 63 ans, ben, en fait, on ne peut plus vivre ce qu'on avait prévu de vivre. Parce qu'on a déjà vécu l'expérience une fois, on a refusé. Mon spirituel nous propose une deuxième fois, non. Troisième fois, non. Bon, c'est bon, on a compris, je ne veux pas. Donc, il y a des choses comme ça où eh ben, notre pèlerinage, on le fait soit en entier ou pas. C'est comme des gens qui font Saint-Jacques de Compostelle, ils font les 2000 km, là l'expérience elle est super riche. Il y en a qui vont faire que 500 km. Ils pourront partager sur les 500. Mais l'expérience ne sera pas entière. Celui qui va jusqu'au bout
ceux qui vont jusqu'au bout, et qui l'ont bien fait, ils se sentent vraiment différents du départ. Enfin, en eux, ça a fait un grand tri. Ils ont petit à petit découvert qui ils étaient vraiment. Et donc, quand ils pensent à leur vie, s'ils sont partis il y a 3-4 mois, j'en connais, ils n'ont pas envie de rentrer. J'ai une question. C'est possible? Ou après, tu gardes pour plus tard? Je suis d'accord. Je suis pas là. Après, on pourra discuter aussi, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un après moi, je sais pas. Il faudrait aller voir. Ouais. Ok, je fais mais voilà, c'est bien. Voilà. Donc, le pèlerinage se décompose aussi en 2 temps, d'un point de vue de la numérologie évolutive. Imaginons que vous voulez faire Saint-Jacques de Compostelle. On part de Bordeaux, on n'est pas trop loin d'Espagne. Donc, il y a la partie française. Ok, on part de chez soi jusqu'à la frontière. La frontière, c'est l'âge de 37-38 ans. Ça correspond au nœud nord en astrologie. C'est un moment où il y a une connexion naturelle avec son moi supérieur, avec son âme céleste, et où d'un seul coup, on a comme une nouvelle impulsion, on a envie de réorienter sa vie dans une autre direction. Donc souvent, il se passe des choses fortes, 37-38 ans. Et à ce moment-là, on rentre vraiment dans l'inconnu, parce que symboliquement, on rentre en Espagne, c'est notre culture, notre langue, si on n'y connaît rien, il va falloir s'adapter. Et donc, ça veut dire que les principes du chemin de vie, on pourrait être paresseux, c'est-à-dire les mettre de côté jusqu'à 40 ans. Parce qu'on va s'appuyer que sur les forces de notre personnalité. Mais après 40 ans, qu'est-ce qui se passe? La crise. Hein? Parce que là, il faut qu'on... Non, ça suffit, ça ne marche plus. Donc avant, à 35 ans, on vit une certaine situation, on fonctionne sur ses équipes, hop, on dépasse ça. On vit la même situation en 45 ans, ça ne marche plus. C'est normal, parce qu'en fait, si on ne veut pas vivre son chemin de vie à partir de 40 ans, on va commencer à régresser en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre les principes que l'on a assimilés. Ce sont nos clés, c'est notre porte pour progresser. Donc quand on les connaît, tant mieux. On sait par là qu'il faut passer. Et donc cette deuxième partie du pèlerinage, il y a le chemin, c'est vraiment une route, et cette route, elle mène vers l'accomplissement d'une mission. Donc la mission en numérologie, c'est la somme du jour et du mois de naissance. Ça montre quelque chose à vraiment révéler, et on a 20 ans pour le faire. Okay. Mais ça va être une révélation de l'esprit. On va se révéler vraiment. Ça peut être très concret en même temps, je précise. Voilà. Mais ça va être décollé de notre personnalité de base. Voilà. Et si on fait ça correctement, eh bien, on va pouvoir entrer dans la troisième partie de vie, on va dire après 63 ans, avec un sentiment de dignité, en se disant, voilà, j'ai des choses à partager. Et là, j'aurais pas envie de m'enfermer dans ma petite vie peinard, non, j'ai envie de continuer d'être utile à la société, de travailler avec d'autres, tout ça. Donc là, c'est le don de soi. Et le don de soi, c'est la somme des lettres de l'identité et de la date de naissance. Au fond, de tout ce qui nous correspond individuellement. Okay. Et sur ce parcours, il y a aussi des défis à relever. Les défis, ce sont des soustractions en numérologie entre le jour, le mois et l'année. On réduit les 3 parties à l'unité, et après on a des soustractions. C'est le seul endroit dans un thème où on fait des soustractions. En fait. Sinon on fait que des petites additions souvent en numérologie. Soustraction, ça veut dire que je dois soustraire de moi des choses qui ne vont pas. Soit ce sont des excès, soit ce sont des manques par rapport au nombre qu'on a trouvé dans le calcul. Ça veut dire que quand on est face à une épreuve, on a un principe ou deux du chemin de vie à vivre, et on est aussi confronté à une partie du karma négatif qu'on trouve dans le défi. Soit je suis en excès de quelque chose ou en manque de quelque chose. Il faut que je me rééquilibre. Donc, à partir du moment où on a cette connaissance-là, eh bien, les expériences concrètes de notre vie, on peut les aborder avec la connaissance numérologique et comprendre en fait ce qui se joue. Donc, ce qui fait qu'on a des clés pour après passer le cap. Et sur ce chemin, on est là avec notre sac à dos, en sachant que notre nom de famille, notre prénom usuel, c'est la partie la plus individualisée de notre identité, parce que c'est celle qui nous différencie des autres membres de la famille. Okay. Donc, en numérologie évolutive, c'est le nom de la pensée. Ça montre notre façon de penser, de concevoir la vie. Voilà. Comment on va réfléchir. Ça peut s'améliorer, ça va de soi. Le deuxième prénom, quand on en a un, ça correspond à le sentiment. Qu'est-ce qu'on recherche dans nos relations importantes? Qu'est-ce qu'on aimerait vivre dans l'intimité, tout ça. Et le nom de famille de naissance, c'est comment est ma volonté, comment est mon énergie, comment je réagis quand il se passe quelque chose. Voilà. Donc en fait, ces 3 parties d'identité, ça correspond aux 3 parties d'être humain. La pensée, c'est le prénom.
la tête. La sphère rythmique avec le cœur, la respiration, c'est le deuxième prénom. Si on n'en a pas, ça correspond au nombre d'expressions. Je précise. Voilà. Et le troisième? Si on a le troisième prénom, en numérologie évolutive, je ne l'utilise pas. Par contre, ça peut montrer un lien karmique avec les personnes concernées si on les a côtoyées. Voilà. Et à ce moment-là, il faut voir le miroir. Ma grand-mère, qu'est-ce que je vois de beau en elle? Donc ça veut dire que c'est ça qu'il faut que je développe. Et aussi, si je vois un gros travers, c'est que je l'ai aussi. C'est dans les deux cas de figure. Voilà. Donc, vous avez en numérologie les trois parties de la date de naissance qu'on utilise. Quand on les additionne, ça donne le nombre d'expressions. Le nombre d'expressions, c'est voilà comment je m'exprime, voilà comment je suis. C'est votre tempérament, c'est votre caractère. C'est ce que les gens perçoivent de vous quand ils vous rencontrent. Si maintenant on prend les voyelles, c'est le nombre intime, c'est plutôt voilà ce que j'aimerais être, voilà ce que j'aimerais vivre. Alors des fois, il peut y avoir un super grand écart entre voilà comment je m'exprime et voilà ce que j'aimerais. Voilà. Et puis le nombre de réalisations, comme c'est les consonnes c'est l'armature des mots, eh bien ça montre voilà ce que je veux réaliser concrètement, comme projet, comme métier. Voilà. Ou quand je m'engage dans quelque chose de concret, je veux qu'il y ait certains ingrédients pour que ça m'intéresse. À partir de là, vous avez 6 nombres qui définissent ce que j'appelle l'hexagone personnel. Voilà, vous verrez ça après de plus près en approchant. 5 ou 6 nombres, ça dépend si on a deux prénoms ou un seul, simplement. Et ces nombres, en fait, je les relie entre eux. Parce que certains nombres ont comme des caractéristiques communes. Par exemple, le nombre 2 et le nombre 6, eh bien, il y a la dimension du cœur, du sentiment, de l'écoute, du féminin. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fonction des noms que l'on a dans son hexagone, je vais définir les grands piliers de fonctionnement de l'individu. Tout comme on a certains squelettes, eh bien on a aussi une certaine structure psychologique de fond sur laquelle on va travailler. Cette structure, elle peut être super dynamique, tranquille, super mentale, mais on peut être aussi super mental dans certains domaines, puis dans un domaine super volontaire, puis dans un autre domaine super affectif. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est complexe. L'être humain il est complexe. On ne peut pas le mettre dans des cases. Donc chaque hexagone au fond est unique. En fonction des 6 noms que l'on a, ou des 5 noms que l'on a, eh bien ça va définir, ok, mes piliers de fonctionnement, c'est ça. Et à partir de là, eh bien, il y a toujours des déséquilibres quelque part. Et le chemin de vie va permettre de rééquilibrer ça. Le chemin de vie, en cours de chemin, eh bien, on va vivre des expériences et le chemin de vie va nous dire, voilà, si tu veux être un peu moins mental, écoute plus ton cœur. Ou passe plus à l'action, confronte tes idées à la réalité. Voilà. Ou si tu es toujours en train de courir partout, le chemin de vie va dire, pense davantage tes actions, plutôt que de faire n'importe quoi. Ou si tu es super affectif, tout ça, ça serait peut-être bien que tu prennes du recul, tu te détaches un petit peu, voilà, que tu penses tes relations pour voir ce qui se joue vraiment. Voilà. Donc, le chemin de vie, en fonction des principes que l'on a, va rééquilibrer des faiblesses que l'on a dans notre hexagone. Mais en même temps, il va aider à ce que toutes les belles qualités de l'hexagone se développent davantage. Et en plus, comme le chemin de vie, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, si on assimile ça, on va acquérir de nouvelles capacités, de nouvelles qualités. C'est-à-dire qu'on va changer, on va s'accroître, on va devenir plus fort, plus meilleur. Voilà, et donc on ne va pas rester le même en fait, que se déployer dans ce que l'on connaît. Non, il y a d'autres ingrédients qui vont venir, parce que la vie est pleine de surprises, de belles choses, d'épreuves, tout ça, mais globalement tout ça, ça a pour but de nous faire évoluer. Voilà. Donc c'est un peu ma vision du thème natal. Après, on pourra aborder le reste, mais vu l'heure, je suis très bavard, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça va, ça se tient, mais voilà. C'est vrai que je manque de temps. Voilà, je manque de temps. Donc, et il est... ça fait 1h que je parle. Oui, ça va, mais j'ai jusqu'à 15h30. Et comme je voulais garder une partie question... Je m'en souviens plus. Ah, c'est vrai. Si, d'accord. Allez-y, posez-la. Alors, désolée, j'en ai plusieurs, mais bon, on va commencer par la dernière parce que tant que je l'ai, et encore. 63 ans, donc 3e partie, on va dire, qui se joue. Alors, j'ai une question, mais pour les personnes qui décèdent avant 63 ans, est-ce que dans une idéologie de karma, du coup, est-ce que ça
ça joue sur l'incarnation suivante. Est-ce que... En fait, tout le thème est karmique. Oui, mais C'est-à-dire admettons si elle a réalisé, Ah oui. enfin ce qu'elle avait Oui, réalisé avant oui. 63 ans, bon Oui. ok, donc de 63 à la fin, Oui. voilà, je me balade gentiment, gaiement sur ma troisième partie de vie, mais si elle part avant, Ouais. est-ce que ça a une incidence sur la Si la suite? personne a accompli sa vie, j'ai eu un cas comme ça, où je lui ai fait son thème, à 56 ans. Et quand j'ai vu son thème, je me suis dit, et la personne, je la connaissais très fort, c'était mon père. Ah oui. J'ai fait le thème de mes 2 parents, et je voyais que ma mère n'avait pas fini d'accomplir sa vie. Par contre, mon père, je voyais le thème, je suis c'est bon quoi. Il avait tout réglé. Tout réglé, et il est mort un mois plus tard, quelques mois plus tard. Voilà. Et quand il est parti, ma mère a pu continuer sa vie en fait, sa destinée. Parce que sinon, elle était toujours dans ce rôle de la femme, tout ça. D'accord. Et ce qui fait, comme elle a un chemin de bicep, elle devait travailler le détachement, C'est ça. entre autres. un des principes, voilà. Ok. C'est le détachement, c'est le fait de cultiver une pensée spirituelle. Oui, je chemine sur le 7. Voilà, donc forcément, elle s'intéressait à tout ce que je faisais, tout ça, pas de problème. Mais ça restait théorique. Ça restait, ouais, je t'écoute, c'est bien. Mais est-ce que je mets en pratique? En fait, non. Donc suite à ça, elle a fait des stages spirituels, elle s'est mise à méditer, à lire, à écrire, à développer son dimension artistique, parce que le 7, c'est aussi la dimension de la créativité inspirée. Donc je la booste comme ça. En fait, votre papa lui a laissé la place pour Ouais, tout bon, ça. je les appelais déjà par leur prénom depuis belle lurette, pour justement me détacher, pour les aider à se détacher du rôle familial. Je l'appelais Alain Monique, voilà. Et, Elle avait envie de le faire, mais tant qu'il y avait votre papa, elle le faisait pas. exactement, tant qu'il y avait Alain, on va dire. Elle avait du 6. Elle avait du 6 ou En du fait, 11. sachez que quand on a un chemin de vie 7, ça veut dire que par rapport à d'autres vies, c'est pas forcément la dernière, hein, on a beaucoup développé l'énergie du 6. Donc on ramène le legs du passé, une certaine dose de 6, donc effectivement il y a la dimension de la famille, de l'amour, tout ça, du fait de prendre soin, de jouer à la mer, voilà, de bonté, tout ça, mais ça reste toujours attaché à des gens. Et là, elle a un chemin de vie 7 pour apprendre à être seule en elle, à se poser des questions, à penser par elle-même, à se travailler du détachement, à oser se révéler dans sa créativité, et il fallait qu'Alain parte. Et j'ai vraiment, il est mort de façon très belle, hein, je veux dire, il s'est levé le matin, ils se sont dit bonjour, elle est revenue un quart d'heure plus tard, il était mort en béatitude. Ah oui. C'est bon, voilà. C'est brutal. Mais C'est brutal, mais oui, je peux témoigner puisque je suis chemin de vie 7 et que mon mari est décédé en 2015 et que depuis ma vie a complètement basculé et voilà quoi. Et justement, par contre moi j'ai cette conscience que effectivement je suis dans la gratitude parce que s'il était encore là j'en serais toujours au même point. Donc finalement, voilà, il y a cette ouverture d'esprit ça illustre qui s'est faite. complètement. Mais là par contre on est vraiment dans ce cas-là et c'est ce que j'expérimente effectivement. Ça va faire 10 ans là le 4 février qu'il est décédé. Et donc oui. Et si on est incarné dans un chemin de vie 7, ou 6, enfin on va dire 7 puisqu'on y est, est-ce que dans la prochaine incarnation on sera sur un chemin de vie 8 non, ou... Oui, alors chose tout, hein. Chose absolument tout. non, mais c'est vrai que j'entends ça sur. Je vois ça dans les vidéos, tout ça, comme si c'était super linéaire, mathématique. Bien d'accord, ok. Non, là c'est vraiment comme on a travaillé beaucoup de fois dans plusieurs vies l'énergie du 6 que l'on a bien développée. Et donc on ramène aussi des belles qualités du 6, mais dedans, il y a des choses qui nous plombent et qu'il faut lâcher dans cette vie, parce que la vie est différente. Et pour développer le 7 à ce moment-là. Ouais. D'accord. Et après, je laisse la place aux autres, mais il y a vraiment une question qui me taraude. Donc vous, Emmanuel, vous utilisez le prénom usuel ou un seul prénom? 2 prénoms. Vous utilisez les 2 prénoms quand vous dressez un thème. Et ok. Donc dans le cas, par exemple, égoïstement, donc moi j'ai un premier prénom et je suis née à l'étranger et dans un pays hyper catho à l'époque, et le prêtre, le jour du baptême, c'était au Québec et les curés avaient beaucoup de pouvoir administratif et mon prénom c'est June, et comme c'était trop anglophone, il a refusé sur le baptistère June, donc ma mère a fait passer le 2e prénom en premier qui est Marilyn. Et du coup, sur mes papiers administratifs, je m'appelle Marine June, alors qu'on ne m'a jamais appelée Marine, quoi. D'accord. Oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que... en fait, non, il faut faire preuve de bon sens. C'est-à-dire comment vous
vous vous exprimez face aux autres. Et comme Marie-June, bah, c'est un prénom composé. Non, c'est pas un prénom composé. C'est Marie et June? Non, Marilyn. Oui, donc mais comment vous vous présentez là? Ben, en fait, moi, c'est June, parce que jamais personne n'a c'est June. Vous gardez June en premier pour la pensée et vous prenez Marie en deuxième. D'accord. Parce que par exemple. Ou Marilyn, oui, Marilyn en deuxième. Si vous avez, par exemple, quelqu'un avait un prénom composé, genre Marie-Françoise, la pensée et le sentiment sont intimement liés. Oui, c'est Marie-Françoise, il y a un trait d'union. En fait, là, il y a deux prénoms. Voilà. Par contre, si c'est June, Marie-Françoise, ben, on garde les trois. Parce que le deuxième, c'est un ensemble. Mais c'était du fait qu'il y ait un prénom, parce que moi, dans ma formation stratégique, on se fie à l'état civil, quoi. Moi, sur mon état civil, c'est Marine, mais jamais je me suis appelée Marine, et je le vis pas, ce prénom. Voilà, on est bien d'accord. Parce qu'il y a plein de gens qui sont au niveau d'état civil, ils n'ont pas leur bonne date de naissance non plus. En fait, il faut être dans la réalité. Oui, mais la réalité, c'est d'accord. Et puis, vous faites les calculs, et avec June, vous avez pris le nombre d'expressions, et ça vous correspond. C'est ça? Oui, ça me correspond. N'oubliez pas, voilà comment je m'exprime. Ça doit correspondre votre nom à qui vous êtes. C'est ça qu'il faut. C'est à ça qu'il faut. June, ça fait 5, donc ça me va bien, le 5. Alors, question. Si on ne réalise pas ce pourquoi on est fait avant ses 63 ans, après la vie, elle est terminée. Bah après, je vais faire une scène de théâtre. On voit beaucoup. Ok. Et du coup, ça veut dire que dans... Alors que les gens qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, il ne s'agit pas d'être parfait, ils ont de la lumière dans les yeux, ils ont envie de participer à leur village, ils ont envie de donner, ils ont envie de partager. Et là, ces gens-là, ils ont réussi leur vie. C'est tout. Enfin, faut oser voir les choses en face. Là. Et ça implique que les personnes qui n'ont pas fait ce pourquoi elles sont faites, dans la prochaine vie, entre guillemets, enfin, selon les croyances qu'on a en numérologie, elle va être confrontée aux mêmes défis. Ou pas forcément. C'est pas évident de raisonner comme ça. En fait. Alors, par exemple, si quelqu'un dans les défis a 2 fois les mêmes, souvent je dis que dans sa précédente vie, il n'a pas voulu le vivre. Donc là, il va dire mettre le paquet, en fait, pour ça. C'est comme si cette vie, à chaque fois que la personne va être face à une épreuve, elle va être toujours confrontée au même défi à relever, en fait. Voilà. C'est juste ça que je pourrais. En tout cas, le thème, c'est. Des fois, il y en a qui parlent de numérologie karmique, mais tout le thème est karmique. Le karmique, c'est quoi? C'est les lois de cause à effet. Donc aujourd'hui, on résulte de nos vies passées et en même temps, on est adapté à une époque où il faut développer de nouvelles capacités pour créer un karma futur. Donc le thème, en fait, oui, il est karmique de 100%. Quoi. Et d'ailleurs, moi, je pensais que vous faisiez de la numérologie karmique. Moi? Oui. En fait, c'est karmique. C'est ça. J'ai deux questions. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de la personnalité qui se jette dans le monde en s'adaptant aux situations et derrière l'individu qui cherche à être est-ce que cet individu, pour vous, est-ce qu'on peut énoncer comme des besoins qu'il a? Parce que vous parliez des besoins de la personnalité, est-ce qu'on peut rassembler des circonstances qui feraient que l'individu se déploie? Et ma deuxième question, parce qu'elle est un tout petit peu en écho peut-être, c'est que dans le caractère évolutif, vous avez commencé par nous présenter un peu les défis de l'humanité et j'imaginais que vous alliez aussi parler un petit peu des défis dans lesquels on est actuellement et j'aimerais bien avoir votre perspective là-dessus. Mais ces deux questions en fait sont pas si, si, parce qu'en fait l'esprit c'est le jeu, le véritable jeu. Voilà. Quand on dit moi je, si c'est la personnalité, en fait c'est moi je m'appelle un tel, je fais partie de telle famille, j'ai tel pédigré, je suis banquier, je suis saoulé. C'est que la façade extérieure en fait. Voilà. Le véritable jeu, lui, sa souffrance, c'est de ne pas arriver à être lui-même. Donc il n'a pas de besoin, il a envie de se révéler. Donc quand on parle de besoin, c'est la personnalité. Elle a des besoins d'être aimée, elle a besoin d'exister. Donc elle va faire des choses. Alors que le jeu, lui, à partir du moment où il fait ce qu'il a à faire, il se sent exister. À partir du moment où il est relié à sa source d'amour, il sent l'amour en lui, il n'a pas besoin d'aller chercher. Et il se reconnaît lui-même. Voilà. Donc mais c'est une souffrance salutaire. C'est-à-dire quand le jeu arrive à se décoller, il se dit mais je ne sais pas qui je suis, donc il va entrer en quête, ça le fait souffrir. Mais la souffrance, ça réveille. C'est pour ça qu'on souffre.
C'est pour sortir de l'aspect zombie au pilotage automatique. Voilà. Et là, le jeu va partir en quête. Voilà. Et il va chercher vraiment. Quand on cherche vraiment, on se remet en question. Et c'est le signe qu'on s'est réveillé, qu'on remet en question ses certitudes. Voilà. Qu'on n'adhère plus à tout ce qu'on a appris, tout ça, on remet tout en question en fait, presque. C'est progressif, hein, voilà. Ouais. Mais au début, il y a ce réveil, d'un coup on se dit, mais je ne sais pas qui je suis, quoi. Et je vais découvrir, donc je vais commencer à aller à des conférences, lire des bouquins, d'un coup la personne, elle change de centre d'intérêt du tout au tout. Et là, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'elle s'est réveillée. Voilà. Pour répondre à la deuxième question, les besoins évolutifs de notre époque, au niveau de la pensée, c'est de développer une pensée plus universelle, spirituelle, et non pas que matérialiste. Donc se poser des questions, chercher le sens de sa vie, réfléchir vraiment par soi-même. Aujourd'hui, on nous pose toute notre éducation, on ne nous a pas appris à penser, on nous a appris à croire, à gober. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Non, il faut penser. Donc penser, pourquoi, chercher, ça prend du temps. Donc au niveau de la pensée, elle doit devenir dynamique, elle doit s'ouvrir à une dimension spirituelle. Voilà. Au niveau du sentiment, c'est d'apprendre à ressentir un sensation d'amour, à développer des relations fraternelles, voilà, qui ne repassent pas sur je te prends des trucs parce que je te file en échange des choses. Non, on essaie d'ouvrir son cœur. Voilà. On développe de ce fait une moralité, des vertus. Voilà. On voit quand, non, là ça ne va pas. On s'auto-juge de façon réelle. Là, t'as exagéré, ça va pas. On ose le voir. Donc on va rectifier le tir. Voilà. Parce qu'il y a une conscience de la moralité. Et au niveau de l'aspect volontaire, c'est d'arrêter de fonctionner en pilotage automatique. C'est de se dire, est-ce que mes actions, est-ce que mon travail, mes projets, est-ce que ça reflète qui je suis en tant qu'esprit, ou est-ce que je fais ça parce que la société m'a dit de le faire, et puis je me pose pas de questions. Voilà. Il y a vraiment ça à ces trois niveaux. Et après, il y a le fait de, est-ce que je m'ouvre au fait que je peux me relier au monde spirituel, mais en adulte. Donc là, ça nécessite la méditation, ça nécessite les lectures, le travail sur soi, le fait de s'intéresser à la numérologie ou à l'astrologie ou à d'autres arts, mais pour essayer de comprendre le sens de sa vie, et puis de ressentir petit à petit que, nous avons un ange gardien. Il garde quoi? C'est lui qui a fait une numérologique. Hein. Il dit, bon alors lui, tel âge, etc. Bon, on va lui faire rencontrer telle personne, tout ça, voilà. Bon, c'est lui qui est dans l'invisible. Là, c'est une trame. En fait, notre thème numérologique ou notre thème astrologique, c'est comme une carte pour avancer. Et notre ange, lui, va nous faire rencontrer des gens, et il est gardien de notre destinée, tout en respectant notre libre arbitre. Parce qu'on est face à une épreuve, on arrive face à l'épreuve, comment on réagit? Est-ce qu'on l'accepte vraiment pleinement? Est-ce qu'on se braque totalement? Ou est-ce qu'on fait semblant de l'accepter, mais c'est pas vrai? Après, il y a les conséquences. Hein. Je veux dire, voilà. On peut, sur le coup, ne pas l'accepter, puis après, ça va mûrir, tout ça, ça grogne en nous, l'ego, il est pas content. Mais petit à petit, si le jeu est là, il va reprendre le dessus et il va accepter ce qui s'est passé. Donc là, il va chercher à comprendre, en fait, c'est la lumière. En fait, quand l'esprit est là, petit à petit, l'esprit, lui, il aime la vérité. Il veut mettre tout en lumière, tout. Voilà. L'ego, lui, la lumière. Salut. Surtout pas être éclairé. Voilà. Donc, quand on fait de la numérologie, en tout cas, quand on fait de l'astrologie, peu importe, ce qui doit être prioritaire pour moi, c'est l'amour. L'amour de cette science. On a envie de la connaître, de la vénérer, de l'honorer, de donc pas en faire n'importe quoi. Donc il y a la moralité qui intervient dedans. Est-ce que je l'utilise correctement? Si je donne des conseils aux gens, des conséquences karmiques, ça on n'en parle pas trop dans les formations. Parce que si soi-même on n'a pas assimilé la numérologie, puis qu'on prétend aider les autres à dire vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, votre chemin c'est ça et tout, super directif en plus, putain. Le boomerang, quand la personne va passer de l'autre côté, il va falloir payer la note. Hein. D'où le fait de... Il faut vraiment sentir que c'est une vocation, ça vient du plus profond de soi, et il faut y mettre vraiment beaucoup de moralité, et il faut associer à la numérologie la connaissance de l'être humain, la connaissance de la destinée, la connaissance des besoins de l'humanité. En fait, il faut élargir dans tous les bouts.
Voilà. Et là, à ce moment-là, oui, on se sent tout petit, et là, on se dit, oh là, faut que je fasse gaffe parce que je vais raconter, parce que...